3 heures, c'est le temps qu'il a fallu. 3 heures après la panne électrique généralisée pour que Monsieur Durand, ce voisin sympathique qui vous saluait chaque matin, frappe violemment à votre porte en réclamant de la nourriture. 3 heures pour que Madame Martin, avec qui vous preniez le café, essaie de forcer votre fenêtre. 3 heures pour que votre quartier paisible se transforme en zone de non-droit. Science-fiction ? Non. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la panne géante de New York en 2003, lors des émeutes de Londres en 2011, lors de l'ouragan Katrina. Encore et encore. L'histoire nous montre que la civilisation n'est qu'un vernis. Un vernis qui craque dès que les estomacs se vident. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement délicat, mais absolument crucial. Comment protéger votre famille quand l'ordre social s'effondre et que vos propres voisins deviennent une menace ? Pas de fantasmes post-apocalyptiques, pas de délire paranoïaque. Juste des stratégies concrètes, légales et éthiques basées sur des situations réelles et des principes de sécurité éprouvés. Parce que voilà la vérité que personne ne veut entendre. En cas de crise majeure, vos plus grands dangers ne viennent pas de hordes de zombies ou de gangs armés. Non, ils viennent de gens ordinaires, de familles normales, de vos voisins, de personnes qui, poussées par la faim, la peur ou le désespoir, sont capables de tout. Et si vous n'êtes pas préparé, vous et votre famille devenez des cibles faciles. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 7 principes de protection que les experts en sécurité civile recommandent. Des principes qui peuvent faire la différence entre devenir une victime et protéger efficacement ceux que vous aimez. Mais d'abord, comprenons pourquoi les gens normaux deviennent des pillards. C'est essentiel, parce que comprendre la psychologie du chaos, c'est comprendre comment s'en protéger. Monsieur Durand n'est pas un criminel, ce n'est pas un psychopathe. C'est un père de famille qui voit ses enfants avoir faim. Et dans son cerveau primitif, une équation simple se forme. Mes enfants ou les vôtres. Ma survie ou la vôtre. Les scientifiques ont étudié ce phénomène. Ils l'appellent la désindividuation. Quand les structures sociales s'effondrent, quand il n'y a plus de police, plus de conséquences visibles, les inhibitions morales disparaissent. Les gens font des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire en temps normal. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont désespérés. Et le désespoir arrive vite. Beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Combien de jours vos voisins peuvent-ils tenir sans nourriture, sans eau, sans médicaments pour leurs enfants ? La réponse est terrifiante. La plupart des ménages français ont moins de 3 jours de réserves alimentaires. 3 jours. Après ça, c'est la panique. Et la panique, ça pousse les gens à faire l'impensable. Principe numéro 1 pour protéger votre famille, la discrétion. C'est votre première et votre meilleure ligne de défense. Si personne ne sait que vous avez des réserves, personne ne viendra les prendre. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est là que la plupart des gens échouent. Imaginez, la panne dure depuis 2 jours. Vos voisins ont faim et ils vous voient, vous et vos enfants, bien nourris, en bonne santé, avec de la lumière chez vous grâce à votre générateur. Que pensez-vous qu'il va se passer ? Ils vont venir frapper à votre porte. D'abord poliment, puis avec insistance, puis avec menace, et finalement avec violence. La discrétion, ça commence maintenant, pas pendant la crise, maintenant. Ne parlez pas de vos préparatifs, ne montrez pas vos réserves, n'achetez pas des quantités suspectes de conserves d'un coup au même supermarché. Variez vos lieux d'achat, stockez discrètement. Et surtout, fermez votre bouche, même avec vos amis, même avec votre famille élargie, parce que les informations circulent. Et en temps de crise, savoir qui a des ressources, c'est avoir une cible. Pendant la crise, la discrétion devient encore plus critique. Pas de lumières extérieures visibles la nuit. Pas de fumée de cheminée quand les autres ont froid. Pas de bruit de radio ou de générateur. Pas d'odeur de cuisine qui s'échappe. Vous devez donner l'impression que votre maison est aussi démunie que les autres. Que vous souffrez autant, c'est votre camouflage. Principe numéro 2. La fortification passive. Votre maison doit devenir un obstacle naturel sans ressembler à une forteresse. Parce qu'une maison qui ressemble à un bunker attire l'attention. Elle crie au monde entier « Il y a quelque chose à protéger ici ». Et ça, c'est exactement ce que vous ne voulez pas. La fortification passive, c'est renforcer vos défenses de manière invisible. Commencez par vos portes. Une porte d'entrée standard peut être enfoncée en quelques coups de pied. Renforcez-la. Installez une porte blindée si possible, ou au minimum une barre de sécurité intérieure, des serrures multipoints, un judas grand angle pour voir qui est dehors sans ouvrir. Les fenêtres sont votre point faible majeur. Le verre se brise facilement. Solution ? Film de sécurité transparent sur les vitres. Ça ne les rend pas incassables, mais ça ralentit considérablement l'intrusion. Volets roulants renforcés, barres de sécurité intérieure qui ne sont pas visibles de l'extérieur,
L'objectif n'est pas de rendre l'intrusion impossible, c'est de la rendre suffisamment difficile et bruyante pour que l'intrus abandonne et cherche une cible plus facile. Et c'est crucial de comprendre ça. En situation de chaos, les pillards cherchent des cibles faciles. Ils ne sont pas des cambrioleurs professionnels. Ce sont des opportunistes désespérés. Si votre maison nécessite plus de 30 secondes d'effort visible et bruyant pour être pénétré, ils passeront à la maison d'à côté. C'est cynique, mais c'est la réalité. Aménagez votre jardin stratégiquement. Des haies épineuses sous les fenêtres, des graviers qui craquent sous les pieds, un éclairage à détecteur de mouvement qui peut effrayer les intrus la nuit, des obstacles naturels qui canalisent les approches vers des zones que vous pouvez surveiller. Encore une fois, tout ça doit avoir l'air normal, pas militarisé. Principe numéro 3. La gestion des confrontations. Parce que malgré toutes vos précautions, quelqu'un finira par frapper à votre porte. Et la façon dont vous gérez cette confrontation peut déterminer si elle reste pacifique ou dégénère en violence. Première règle, n'ouvrez jamais votre porte. Jamais. Parlez à travers la porte ou par une fenêtre en hauteur. Gardez une barrière physique entre vous et le demandeur. Parce qu'une fois la porte ouverte, vous perdez le contrôle de la situation. Ils peuvent voir l'intérieur, ils peuvent forcer l'entrée, ils peuvent évaluer vos défenses. Deuxième règle, soyez empathique mais ferme. La personne dehors est probablement désespérée. Traitez-la avec humanité, mais maintenez vos limites. Dites la vérité, mais partiellement. Oui, nous avons un peu de nourriture, mais juste assez pour nos enfants pour 2 jours. Non, je ne peux pas vous donner mes réserves, mes enfants aussi ont besoin de manger. Soyez compréhensifs de leur situation tout en protégeant la vôtre. Troisième règle, ne montrez jamais de faiblesse ou d'hésitation. Les prédateurs, humains comme animaux, détectent la faiblesse. Votre voix doit être calme, mais assurée. Votre position doit être claire. Pas d'excuses excessives. Pas de justification qui suggère que vous pourriez être convaincu. Juste. Je comprends votre situation, mais je ne peux pas vous aider. Point final. Quatrième règle. Ayez toujours un plan B si la confrontation dégénère. Où sont vos enfants? Sont-ils en sécurité dans une pièce verrouillée? Avez-vous un moyen de communication pour appeler à l'aide, même si la police ne répond plus? Avez-vous identifié une pièce refuge dans votre maison où vous pouvez vous barricader? Un chemin d'évacuation d'urgence? Principe numéro 4. Les alliances stratégiques. La survie solitaire est un mythe dangereux. Les individus isolés sont vulnérables. Les groupes organisés survivent, mais attention, pas n'importe quel groupe. Des alliances stratégiques avec des personnes de confiance, préparées et partageant les mêmes valeurs. Identifiez dès maintenant dans votre voisinage les personnes qui pensent comme vous, qui se préparent, qui comprennent les risques. Pas besoin d'en parler ouvertement. Observez, qui a un potager autonome? Qui stocke du bois de chauffage? Qui a des compétences utiles? Un médecin, un ingénieur, un militaire retraité, un agriculteur? Créez discrètement un réseau de sécurité mutuelle. En cas de crise, vous vous soutenez. Vous vous protégez mutuellement. Vous partagez les ressources et les compétences. 5 maisons organisées et coordonnées sont infiniment plus sûres qu'une maison isolée, même fortifiée. Mais soyez sélectif, très sélectif. Une alliance avec la mauvaise personne peut être pire que pas d'alliance du tout. Recherchez la fiabilité, la stabilité émotionnelle, les compétences utiles, et surtout, l'éthique. Vous voulez des alliés qui protègent, pas des opportunistes qui prendront vos ressources à la première occasion. Établissez des protocoles clairs avant la crise. Des signaux de communication, des plans d'action coordonnés, des zones de responsabilité, qui surveille quelle zone, qui a quelle expertise, comment partage-t-on les ressources équitablement. Tout ça doit être décidé et pratiqué en temps de paix, pas improvisé dans le chaos. Principe numéro 5. La psychologie de la dissuasion. Parfois, la meilleure défense n'est pas la force physique, mais la perception de la force. Faire croire que votre maison n'est pas une cible facile sans pour autant attirer l'attention. Signe visible mais subtil. Un panneau indiquant un système d'alarme, même s'il ne fonctionne plus. Des autocollants suggérant la présence d'un chien de garde, même si vous n'en avez pas. Des indices que plusieurs adultes vivent dans la maison. Des chaussures d'hommes visibles à l'entrée. Des voix masculines audibles. La présence humaine vigilante est le meilleur dissuasif. Les pillards évitent les maisons où ils savent qu'on les surveille. Alors soyez visibles de temps en temps. Montrez-vous à la fenêtre. Faites comprendre que la maison n'est pas vide et sans défense. Mais encore une fois, sans paraître prospère ou bien approvisionné. Et voici un conseil contre-intuitif. Rendez un petit service occasionnel. Pas de la charité massive qui épuise vos réserves, mais un geste calculé. Prêtez une lampe torche. Donnez une bouteille d'eau à un voisin désespéré. Partagez une information utile. Pourquoi? Parce que la psychologie humaine favorise la réciprocité. Les gens hésitent à attaquer ceux qui les ont aidés,
C'est une barrière psychologique puissante. Principe numéro 6. La planification d'évacuation. Parfois, malgré toutes vos préparations, rester devient plus dangereux que partir. Vous devez avoir un plan d'évacuation prêt. Où aller? Comment y aller? Avec quoi? Identifiez dès maintenant 3 destinations potentielles. Un refuge principal, idéalement à la campagne, chez de la famille ou des amis de confiance. Un refuge secondaire, si le premier n'est pas accessible. Et un refuge tertiaire, en cas d'urgence absolue. Ces lieux doivent être à différentes distances et dans différentes directions. Préparez des sacs d'évacuation, un pour chaque membre de la famille, eau, nourriture pour 3 jours, vêtements, médicaments essentiels, documents importants dans un sac étanche, argent liquide, couteau multifonction, lampe, radio, allumettes étanches, tout dans un sac que vous pouvez saisir en 30 secondes et porter sur plusieurs kilomètres. Connaissez plusieurs itinéraires vers chaque destination. Les routes principales seront bloquées. Vous devez connaître les chemins secondaires, les routes rurales, même les sentiers. Ayez des cartes physiques. Pas de GPS qui nécessite de l'électricité et des satellites opérationnels. Des cartes papier old school. Et surtout, décidez à l'avance de vos critères de déclenchement. Qu'est-ce qui vous fera décider de partir? Des émeutes dans votre rue? Des incendies non maîtrisés? Des bandes armées? Décidez maintenant. Parce que dans le chaos, votre capacité de décision rationnelle diminue. Vous devez avoir des critères clairs et automatiques. Principe numéro 7. La préparation mentale et émotionnelle. C'est peut-être le plus important de tous. Parce que vous pouvez avoir toutes les réserves du monde, toutes les fortifications, tous les plans. Si vous vous effondrez psychologiquement, rien ne vous sauvera. Préparez-vous mentalement à prendre des décisions difficiles. Des décisions qui vont à l'encontre de votre nature bienveillante. Refusez de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Regardez des enfants affamés sans partager vos réserves parce que vos propres enfants en dépendent. Utilisez la force pour protéger votre famille, si nécessaire. Ces décisions sont déchirantes. Elles vont contre tout ce que notre société nous a appris. Mais en situation de survie extrême, l'altruisme illimité est un suicide. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Acceptez cette réalité maintenant, avant d'y être confronté. Préparez aussi votre famille. Vos enfants doivent comprendre, à leur niveau, les protocoles de sécurité. Que faire si quelqu'un frappe à la porte? Où aller si papa ou maman crie le mot code d'urgence? Comment rester silencieux si nécessaire? Transformez ça en jeu si vos enfants sont jeunes. Mais assurez-vous qu'ils comprennent et gérez votre stress. En situation de crise prolongée, le stress accumulé vous détruira de l'intérieur. Ayez des techniques de gestion. Respiration profonde, méditation, exercice physique, des moments de normalité et de légèreté, même dans le chaos. Racontez des histoires à vos enfants, jouez à des jeux. Maintenez un semblant de routine, ça préserve la santé mentale. Parlons maintenant de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Erreur numéro 1. Devenir vous-même un pillard. La tentation sera forte, vous verrez des maisons abandonnées, des magasins fermés, des ressources non gardées. Ne tombez pas dans ce piège. Premièrement, c'est illégal et immoral. Deuxièmement, ça fait de vous une cible. Les autres pillards vous verront comme une menace et un concurrent. Troisièmement, ça détruit les derniers vestiges d'ordre social dont nous avons tous besoin pour survivre. Erreur numéro 2. La générosité suicidaire. Vous ne pouvez pas nourrir tout le quartier. Si vous essayez, vous épuiserez vos réserves en quelques jours, et toute votre famille mourra de faim. La charité doit être stratégique, limitée et discrète. Aidez qui vous pouvez sans vous détruire. Erreur numéro 3. La violence préventive. N'attaquez jamais en premier. N'employez la force qu'en dernier recours absolu, quand votre vie ou celle de votre famille est en danger immédiat. Parce que la violence attire la violence. Elle crée des vendettas. Et dans un monde sans police ni justice, les vendettas sont mortels. Erreur numéro 4. L'isolement total. Vous ne pouvez pas survivre seul indéfiniment. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous avons besoin de communauté, de coopération, de partage des tâches. L'ermite solitaire est vulnérable et condamné à long terme. Et maintenant, abordons une question éthique difficile. Jusqu'où pouvez-vous aller pour protéger votre famille? C'est une question que chacun doit se poser et répondre selon ses propres valeurs. Personnellement, je ne peux pas vous dire où tracer la ligne. C'est à vous de décider. Mais réfléchissez à ces scénarios maintenant. Un père de famille frappe à votre porte, ses enfants sont affamés. Partagez-vous au risque d'épuiser vos réserves? Une bande tente de forcer votre entrée. Utilisez-vous la force? Jusqu'où? Vos voisins vous supplient de les accueillir chez vous. Acceptez-vous au risque de surcharger vos ressources? Il n'y a pas de bonnes réponses. Seulement des choix impossibles. Et vous devez faire la paix avec ces choix maintenant, avant qu'ils ne se présentent. Parce que dans le moment, avec l'adrénaline, la peur, la confusion, vous n'aurez pas la clarté mentale pour réfléchir éthiquement. Une dernière chose cruciale.
Tout ce que nous avons discuté aujourd'hui n'est pas pour vivre dans la peur, c'est pour vivre avec confiance. La confiance que si le pire arrive, vous êtes prêt, vous avez un plan. Vous pouvez protéger ceux que vous aimez. Cette confiance vous permet paradoxalement de mieux profiter du présent. La préparation, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme pragmatique. C'est reconnaître que notre monde moderne, aussi confortable soit-il, repose sur des bases fragiles, et que ces bases peuvent se fissurer. Ça s'est produit avant, ça se reproduira. La seule question est, quand et serez-vous prêt? Alors commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Constituez vos réserves progressivement, renforcez votre maison discrètement, identifiez vos alliés potentiels, créez vos plans d'évacuation, préparez votre famille mentalement, développez vos compétences de survie. Et surtout, maintenez l'équilibre entre préparation et vie normale. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans un bunker en attendant l'apocalypse. Vous devez vivre pleinement, profiter de votre famille, de vos amis, de votre communauté, tout en ayant cette petite voix dans votre tête qui dit « Si ça arrive, je suis prêt. Je peux protéger les miens. » Et cette voix, mes amis, c'est la différence entre la victime et le survivant. Si cette vidéo vous a donné des outils concrets pour protéger votre famille, partagez-la, likez-la. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus sur la résilience et la préparation. Et vous, êtes-vous préparé? Avez-vous des stratégies de protection que vous aimeriez partager? Vivez-vous dans une zone à risque? Dites-le moi dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Restez préparés, restez vigilants, restez humains. Parce que, au final, ce qui nous distingue des pillards, ce n'est pas nos ressources. C'est notre humanité, notre éthique, nos valeurs. Ne les perdez jamais, même dans le pire des chaos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.